Bonjour, retour à ce cours sur la programmation en Scala. Alors, avant la pause, nous nous sommes arrêtés sur les itérations, sur les structures conditionnelles de Scala. Donc, à ce stade, j'espère que vous savez déjà programmer. Normalement, à ce stade, vous savez déjà développer, vous avez déjà une certaine compréhension, une certaine prise en main, un certain degré de maîtrise du langage Scala. Nous allons maintenant continuer. Nous allons continuer toujours dans la programmation en Scala, mais cette fois, nous allons aller dans les choses un peu plus sérieuses. Nous allons parler des structures de données en Scala. Alors, je ne pourrais pas faire un cours sur Scala sans vous parler des structures de données parce que Scala est un langage, comme je vous ai expliqué, qui est résolument tourné sur les problématiques de valorisation de données, donc les problématiques de data engineering. Donc, les collections de données sont vraiment savoir manipuler les collections de données offertes par Scala, c'est très important dans le cadre du développement de vos applications de données. Alors, Scala fournit une bibliothèque riche pour la collecte des données. Donc, dans la checklist là, j'ai ajouté tout les structures de données avec des exemples, d'accord? Donc, la bibliothèque des collections de données de Scala se trouve dans la bibliothèque ou dans la librairie Scala Collection.mutable ou Scala.collection.immutable. En fait, Scala fournit deux types de collections. On va dire des collections mutables et des collections immutables. Okay? Vous avez le choix entre les deux. Mais par défaut, c'est les collections immutables qui sont utilisées par Scala. Donc, comme c'est par défaut, vous n'avez pas à le déclarer. Mais si vous voulez utiliser une collection mutable, il faudra que vous l'importiez. Donc, que vous importez la librairie Scala .import.mutable. Alors, je profite du coup pour placer ça. Pour importer une bibliothèque ou une API particulière, on utilise le mot-clé import. Donc là, par exemple, je vais importer le mot-clé Scala. Je vais importer la bibliothèque des collections mutables. Comme ça, on aura tout ça ici. Donc, je fais Scala comme ça. Je ne choisis pas l'objet, le type. Je choisis vraiment le package. Ensuite, je fais collection. Je choisis encore le package et je fais mutable. Il y a immutable, mais je n'ai pas à déclarer immutable parce que c'est par défaut. Donc, je fais mutable et si je fais point, là, ça me donne l'ensemble des collections, l'ensemble des objets de collection, et du moins l'ensemble des structures de données. Ok, les structures de données mises en place par Scala pour les structures de données mutables mises en place par Scala pour le développement d'application. Donc, on a abstract buffer, on a abstract map, on a buffer, on a default entry, on a hash. Ouais, on a plein, on a les sets, bref, on a beaucoup quoi. Donc, si par exemple je vais utiliser le map, ok, si je vais utiliser map, la collection mutable map, je fais simplement comme ça. Est-ce qu'il y a une autre sur map? Il n'y a pas, après ce sont les méthodes. Le M là fait référence à méthode, ok. Le C fait référence à classe. Okay. Quand vous voyez M, c'est que c'est une méthode. Alors là, on est en train d'importer, on importe une classe ou on importe une bibliothèque de classe. Donc là, je vais pas juste importer map, je vais importer tous les objets de collection mutable. Pour ce faire, je fais point et je fais tiret comme ça. Donc quand je fais mutable comme ça, quand je fais ça, je mets le point tiret ici, ça importe automatiquement toutes les structures, du moins toutes les classes ou tous les objets qui sont dans le package, c'est là, dans le package mutable qui lui-même appartient au package collection et qui appartient à la bibliothèque Scala. Ok. Donc de toutes les collections là, il y a des milliers de collections, mais de toutes ces collections, les plus utilisées, ce sont les listes, les tuples, les maps, les sets et les tableaux. Les tableaux, c'est un type. Les tableaux, c'est pas une collection, mais bon, j'ai voulu regrouper ça, ok, pour ne pas avoir un particulier sur les tableaux. Donc, nous allons voir dans le cadre de ce cours les listes. Les listes, on va plus
s'attarder sur les listes et les tuples, avec un accent plus prononcé sur les listes, parce que c'est les listes qui sont plus utilisées dans la manipulation de données. Okay? Après, on va juste faire un tour sur les tuples, les maps, les sets, les tableaux, mais ça sera très léger, juste pour vous donner un aperçu. Okay? Mais sinon, en programmation, ce que vous allez le plus utiliser lors du développement en Big Data, ça sera les listes. Donc, sans plus tarder, commençons. Alors, c'est quoi une liste? Une liste, c'est une collection immutable et ordonnée de données de même type. Okay? C'est-à-dire que la liste, c'est vraiment une collection qui contient des données de même type. Ces données sont ordonnées, c'est-à-dire que les données sont vraiment rangées par ordre. D'accord? C'est-à-dire que quand je dis rangées par ordre, ce n'est pas dans le sens alphabétique. Hein. Ça veut simplement dire que les données sont collectionnées, en fait, il y a une notion d'ordre qui est respectée. Donc, si on place par exemple une donnée, si on place par exemple 1 à la place 1 là, on place 8 à la place 2, c'est respecté quoi. Okay? Ce n'est pas la même chose que si je mets 5 en premier et 1 en 2. Et 1 en, c'est pas la même chose que si je prends 5, je mets en première position, je prends 1, je mets à la troisième position. Okay? C'est ce que ça veut dire. Alors, pour créer une liste, il y a plusieurs syntaxes, mais moi, je vais trouver la syntaxe la plus utilisée. Allons-y directement ici. Donc, j'ai créé une fonction. On va créer une fonction def collection Scala. Collection Scala. OK. La fonction n'aura pas de paramètres. Ça va renvoyer. Ça sera une... La fonction sera simplement une méthode. Voilà, ça nous permet de faire tous les... Ici, mettre comme ça, je vais mettre la manipulation ou je vais mettre les collections en Scala. Ok. Alors, la première collection, c'est la liste. Pour déclarer la liste, la syntaxe, c'est celle-ci. Vous faites, par exemple, val. Les listes sont immutables par défaut. OK? Mais comme on a déclaré le import scala collection.mutable, on peut créer des listes mutables. Mais bon, moi, on va rester sur de l'immutable. OK? Donc, ma liste 2 points, j'indique le type, donc liste, et dans le type, j'indique le type de la liste. Donc ici, j'indique le type de valeur de la liste. Donc si c'est ça, c'est ça. Ensuite, je mets liste comme ça. Je saisis liste. Là, c'est ça. Et je mets entre parenthèses les différents éléments. Par exemple, si je veux faire ça, 1, 2, 3, 4, 10, 45, 15. Voilà un exemple de liste. Ça, c'est une liste numérique. Okay. On va créer une liste avec une liste alphabétique. Je vais par exemple faire ça. Je vais copier ces éléments-ci. On va créer une liste qu'on va appeler liste S. S, là, c'est pour string, chaîne de caractères. Donc, balle, liste S. Balle, liste S. 2 points, liste. Okay. Ensuite, chaîne de caractères. Donc, ma liste va continuer uniquement les chaînes de caractères. Ensuite, je fais ça, liste. Et je colle les différents éléments. Voilà, ça c'est une liste. C'est une liste de chaînes de caractères. Ok. Il y a plusieurs façons de créer les listes, mais par défaut c'est comme ça. Si vous avez des données, si vous avez par exemple un tableau,
Ou si vous avez par exemple une donnée, supposons par exemple j'ai une variable, supposons j'ai une chaîne de caractères, par exemple val chaîne string égale ma chaîne par exemple, ok. Je peux convertir chaîne, je peux créer une autre, je peux convertir la chaîne là en liste en faisant simplement toList comme ça. Vous allez beaucoup utiliser cette méthode en programmation, dans le développement de vos applications. Donc, la conversion vers les listes, c'est toujours possible. Okay? C'est que par exemple, vous allez par exemple créer un data frame, un jeu de données, et vous allez convertir ce jeu de données en liste pour qu'elle bénéficie des propriétés des listes. Les listes, l'intérêt des listes en ce cas-là, c'est d'appliquer des opérations des opérations ensemblistes. Un peu comme le SQL, quand vous écrivez le SQL c'est une opération ensembliste. C'est une requête qui s'applique en même temps sur un jeu de données. Ça sera pareil ici. Et que je pourrais par exemple utiliser des fonctions pour manipuler à la fois tout ce jeu de données-là. Et c'est ça en fait l'intérêt des collections. Alors, je supprime ça, je mettais ça pour que vous voyez. Voilà, on va créer une autre liste. On peut créer une liste à partir d'un range, par exemple, je vais faire val plage, voilà, plage de valeur, donc plage de valeur, 2 points, liste, liste int, int égale, ça sera égal à, je fais liste comme ça, donc je saisis liste comme ça, et je fais point. Quand je fais point, j'ai ici l'ensemble des méthodes de la classe liste, donc de la collection liste en fait. Donc là, j'ai range, start, voilà les arguments, start là, end là, step. Ok. Il y a là, il y a range, il y a empty, il y a new, il y a concat, il y a tabulate, il y a toString. Donc je peux convertir une liste en chaîne de caractères. Voilà, il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup. Je peux faire des filtres, je peux dire match, je peux faire not nul, il y a beaucoup de choses. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est range. Range. Ok. Premier élément, je donne le début. 1. Séparé de. J'ai dit par exemple que ça finit à 15. Et je dis que c'est incrémenté à, par exemple, tous les 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette liste est créée à partir d'une plage de données qui est générée de 1 à 15 avec un incrément de 2. Donc du coup, j'aurai 1, 3, 5, 7, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Donc, faisons déjà un print. Faisons déjà un print de la liste. Comment on fait pour manipuler, comment on fait pour voir les valeurs d'une liste? Il y a deux façons. On peut faire ma liste, par exemple. Ma liste 0. Quand on fait ma liste 0, print. On fait un print. On print claim. Donc je prends la liste que j'ai déclarée, je mets entre parenthèses l'élément collection scala, je vais copier cette fonction, je vais la placer dans la main qui elle s'exécute. Je viens ici, je fais ça, collection scala, j'enregistre et je fais un play. Normalement, ma liste 0, ça doit renvoyer 1. Voilà, vous voyez, ça doit renvoyer 1 ici. Ok. Pareil, si je fais liste S là, par exemple, élément 4, je mets seulement entre parenthèses 4, ça va renvoyer 0, 1, 2, 3, 4, ça va renvoyer cette valeur ici.
Donc, c'est comme ça qu'on fait pour manipuler un élément dans la liste. Bon, maintenant que vous avez vu comment on crée des listes, on va s'attaquer à la manipulation de la liste. Alors, ici, on a vu comment afficher un élément. Maintenant, supposons qu'on veut plutôt voir l'ensemble des éléments de la liste. Pour ce faire, il faut utiliser une boucle pour for i dans ma liste. Ok. Bon, je vais pas mettre ma liste, je vais mettre liste S là. Faire print ln de i. Ok. Donc du coup, ça doit normalement m'afficher Julien, Paul, Jean, etc., etc., etc. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est une façon de consulter tous les éléments de la liste. Maintenant, pour manipuler une liste, en dehors du print là, en dehors de ceci, en dehors de cette fonction là, il y a ce qu'on appelle les fonctions anonymes. Donc, les fonctions anonymes sont très, très, très importantes pour manipuler les collections d'une façon générale. Donc, les collections de données. Lorsqu'on manipule les collections de données, c'est très utile d'utiliser les fonctions anonymes. Les fonctions anonymes, alors, est-ce que je saurais vous expliquer? Les fonctions anonymes, en fait, c'est un peu comme des raccourcis. Donc, c'est des fonctions, c'est comme le nom l'indique, c'est vraiment des fonctions raccourcies. C'est des fonctions qui n'ont pas c'est des fonctions qui appellent un élément, qui font référence à un élément d'une liste en particulier. Vous allez comprendre. Supposons par exemple que dans la liste ci, supposons que dans la liste S là, on ait envie, par exemple, de récupérer uniquement tous les données. On a envie de créer une liste dans un nouveau jeu de données ou une nouvelle collection qui contient tous les éléments de la liste, liste S là, qui finissent par N. Ok. Là, on va faire comment? On va utiliser ce qu'on appelle une fonction anonyme. Donc, je vais mettre ça ici. Manipulation des collections à l'aide des fonctions anonymes. Ça, c'est très utile, ça. C'est ce type d'opération que vous allez faire en réalité, que vous allez faire dans la pratique. Hein. Vous allez constamment manipuler des listes, constamment créer de nouveaux jeux de données à partir des jeux de données que vous avez récupérés, je ne sais pas moi, d'une base de données ou d'un data warehouse. Okay? Donc, c'est très important. Donc, supposons, je vais créer une nouvelle liste. Je vais appeler ça val résultat. OK? Val résultat. Le val résultat, c'est ça. Ça sera une liste composée de chaînes de caractères. Mais cette liste est un extrait de la liste S contenant les éléments qui finissent par M. Je vais créer une liste à partir des éléments, des éléments. Donc je fais liste S, je fais point. Voilà l'ensemble des méthodes. La méthode qui me correspond, c'est N. Ce que je recherche, c'est ça. OK. C'est ce monsieur. Un juif, je mets N. Comme ça. Du coup, dans cette liste,
La liste résultat sera composée des éléments de la liste ci qui finissent par n. Donc, si on fait for i, donc si on fait une nouvelle boucle, on fait une nouvelle boucle, on appelle ça R par exemple. Ça nous permet de voir quels sont les différents éléments. On enregistre et on lance. Alors, là, il y a une erreur. L'erreur, en fait, vient du fait que ndref là, c'est un booléen. Il renvoie un booléen qui indique si la condition est respectée. Donc, on ne peut pas juste mettre comme ça, ndref n. Si on met comme ça, ce qu'il va te renvoyer, en fait, c'est true, false, true, true, false. Il ne va pas renvoyer les éléments même. Donc, pour renvoyer les éléments même, il faut utiliser une fonction filtre. C'est la fonction filtre qui permet de créer, le filtre permet de créer un nouveau jeu de données. D'accord? Donc, je fais filtre. Et c'est là maintenant que j'utilise une fonction anonyme. Ok? Je fais filtre. Vous voyez, il met la P string boolean. Donc, filtre, regardez, filtre, vous indiquez la chaîne de caractères, parce que c'est une chaîne de caractères, c'est pourquoi je dis chaîne de caractères, et vous indiquez le booléen. Donc, il va voir si le booléen remplit la chaîne de caractères. Donc là, voici donc comment j'utilise la fonction anonyme, une fonction anonyme. J'indique l'élément, par exemple, ici, l'élément que j'indique, c'est E pour élément de la liste. J'utilise le marqueur égal supérieur et je dis maintenant E.ndref. Je mets entre guillemets n. Vous voyez? Donc le E, qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut simplement dire que E là représente un élément dans la liste S là. Ok? Et donc on est en train de dire en fait que pour chaque élément dans la liste là, voici évaluer chaque élément et voir si chaque élément finit par n. Donc cette fonction va évaluer, on est en train de demander à l'algorithme d'évaluer ligne par ligne les éléments de la liste S et de filtrer, donc de récupérer uniquement ceux qui finissent par n. Ok? Donc voilà, je mets le résultat, je relance mon print là. Ben voilà le résultat. Voilà, vous voyez que lui, il renvoie deux valeurs. Il renvoie Julien et Jean. Ici, on regarde ici. On va se rendre compte que ceux qui finissent par M, c'est bien Julien et Jean. Vous voyez? Donc, une autre façon d'utiliser les fonctions anonymes, c'est par exemple le faire ici. Supposons je veux par exemple result. Je vais appeler ça. D'abord, je vais appeler la fonction rest. Rest, ça sera une chaîne de caractères. Un entier naturel. Et je veux compter le nombre d'éléments qui commencent par on a J, R, T, J, par exemple, qui commence par J. Donc, je fais ça. Je prends ma liste S toujours. Je fais point, j'applique la fonction count. Ok. Dans la fonction count, j'indique la condition. À l'intérieur de la condition, j'indique la fonction anonyme. Okay. Donc, vous voyez, comment on reconnaît qu'une fonction demande une fonction anonyme?
qu'une méthode demande une fonction anonyme. Pour une fois, celle-ci, avec intg, vous indique déjà les arguments, vous voyez. Donc là, j'applique le même raisonnement. Count, je peux appeler ça i égale supérieur i point n juif et je mets n. Voilà. Quand je mets égal n juif n. Donc il va me renvoyer 2. Si je fais print ln, je fais nombre d'éléments plus résultat. Voilà. Un nombre d'éléments respectant la condition. Voilà, il indique là 2. Vous voyez? Bon, là, c'était les chaînes de caractères. Il y a beaucoup de fonctions. Si je reviens ici, je vais un peu copier ça. Reste 2 pour vous montrer autre chose. Hein. Je pourrais faire i point. À l'intérieur de i point, je fais point. Et je vois ça, c'est les méthodes qui s'appliquent à chaque élément d'une collection. Du moins de la collection liste, vous voyez, contains. Si je veux compter ou si je veux filtrer, je fais ça, je fais contains, il y a content equals is empty, region match, start with, code point, compa, concat. Vous voyez, il y a énormément de méthodes. To lowercase, to string case, trim, etc., 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 etc. Ok. Dans le filtre, une nouvelle collection à partir d'une collection existante. Il y a une autre collection qui permet de créer une nouvelle collection à partir de la collection existante. C'est la méthode map. Alors, pour que vous compreniez l'intérêt de la méthode map, par exemple, on va prendre la fonction maliste. On va prendre ma liste là. Et on va construire une nouvelle liste qui est égale à l'ensemble des éléments si multiplié par 2. Donc, c'est les éléments de ma liste multipliés par 2. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que je vais créer une nouvelle liste dont le premier élément, ça sera 1 fois 2, 2, 4, 6, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Allons-y, appelons ça ma liste 2. Ça, c'est des opérations que vous aurez fréquemment à faire dans votre programmation. Donc, c'est impératif de bien maîtriser ça. Int égale ma liste. Ma liste point. J'utilise la fonction map. Donc, dans la fonction map, je vais indiquer, je vais dire, je veux que tu me récupères, je veux que tu appliques ce calcul sur tous les éléments. Donc, map signifie en fait appliquer le calcul à tous les éléments de la liste. Donc, on va par exemple on va appeler ça E. E égale supérieur E fois 2. E fois 2. Voilà. En faisant ça, il est en train de prendre chaque élément de la liste et il multiplie par 2. Donc, ma liste 2 sera égale à chaque élément de cette liste multiplié par 2. Donc, je réapplique ici. Je copie mon for each là. R égale ma liste 2. Et voilà. J'enregistre et je lance.
voyez, avec la liste 2, 4, 6, 10, 20, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Pareil, je peux créer. Alors, il existe plusieurs syntaxes. Je vais peut-être revenir sur la syntaxe parce que vous allez peut-être tomber sur des applications qui ont été écrites d'une façon que vous ne connaissez pas. Donc, je pouvais écrire ça comme ça. Je pouvais écrire la fonction comme ça. Je pourrais faire ça. Je pense que j'ai placé ça ici déjà. Hein, pour vous. Voilà. Il y a cette fonction-ci. Il y a ça. C'est ça que je veux vous montrer. Donc, je pourrais faire ça. E2.int. E est donc, si je veux vraiment être très rigoureux, je fais comme ça. E2.int. Donc, je déclare l'élément E comme je déclare le type de valeur de E. Ok, dans ma fonction anonyme. C'est la même chose. D'autres préfèrent faire ceci. D'autres préfèrent directement utiliser le tiret. Donc, ils font ceci, font ça. Val, ma liste 4 par exemple, et ils font tiret fois 2. C'est la même chose. Donc, faire ceci, E implique E là. Ok. Du moins, l'élément de ma collection implique l'élément de ma collection là. Ça peut se remplacer avec le tiret comme ça. Le tiret du 8. C'est la même chose. C'est les syntaxes différentes d'une fonction anonyme. Ok. C'est important que vous montrez ça parce que vous allez sûrement rencontrer ça dans les programmes des gens, dans les applications que les gens ont développées. Un autre exemple, je vais créer une liste. Je vais créer une liste qui est val nouvelle liste. Je vais créer une nouvelle liste qui prend toujours sa valeur de ma liste. Non, pas de ma liste cette fois-ci. Cette fois, ça sera de... J'ai créé une nouvelle liste là, voilà. Ça sera de plage V. Plage V. Je vais créer cette liste à partir des valeurs supérieures à 5. Donc, je veux récupérer je vais créer une nouvelle liste qui est composée de toutes les valeurs supérieures à 5 de la valeur de la liste plage V. Ok. Pareil, je fais point filtre. J'entre l'expression conditionnelle, j'entre la fonction anonyme. Alors là, c'est E. Moi, je m'appelais ça E. Après, on peut appeler ça P. P égale supérieur. Pardon, supérieur. P est supérieur à moins P supérieur à 5. Voilà. Ok, voilà. En faisant ça, je crée une nouvelle liste qui contient des valeurs supérieures à 5. Ok. Une autre liste. Un autre exemple. Val new list. Cette fois, ça sera une chaîne de caractères. Donc, je récupère ma liste S là. Mais cette fois, ce n'est pas un filtre. C'est map. Donc, est-ce que vous avez compris que pour créer une collection à partir de notre collection, soit vous utilisez le filtre, soit vous utilisez le map. Après, il y a beaucoup d'autres. Mais ça, c'est les deux plus grandes méthodes utilisées. Égal, alors c'est liste V, liste S autant pour moi, point map. Ici, je veux que la liste new list là soit égale à
l'ensemble des valeurs si l'ensemble des valeurs liste S, mais mis en transformé en majuscule. Donc je fais S supérieur S point capitalize. Je pense que c'est ça. Voilà. Okay. Voilà comment utiliser. Maintenant, il y a une autre fonction qui permet, parce que vous voyez que là, je veux par exemple récupérer les résultats de new list. Pour récupérer les résultats de new list, en fait, du moins pour manipuler les éléments de la liste, vous voyez qu'à chaque fois, je suis obligé de faire un for i machin, si d'utiliser cette boucle conditionnelle là. Mais en fait, les collections viennent avec un itérateur en interne qu'on appelle for each. Donc, toutes les collections, ce que j'utilise est très, très important. De toute façon, on va le faire dans la suite de la formation, vous verrez. Donc, les collections viennent avec leur propre itérateur en interne que vous pouvez utiliser pour voir les éléments. Par exemple, si je fais new, ou pour manipuler chaque élément, si je fais new list, je veux voir la valeur de new list. Je fais simplement new list for each. For each élément pareil, j'utilise ma fonction anonyme. Je fais un print ln. Je mets ici E. New list print ln E. OK. Nouvelle liste E. Nouvelle liste. Voilà, j'enregistre. Voilà. Vous voyez que la liste a été mise en majuscule dans le premier. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas en majuscule. La première, ce n'est pas en majuscule. Cette fois, c'est en majuscule. Vous voyez? Pareil, si je veux voir les éléments de nouvelle liste, j'utilise for each. Nouvelle liste. Je copie ça comme ça. Et je fais ça. J'enregistre. Voilà, 7, 9, 11, vous voyez. Donc, je vais regarder. Voilà ce qu'il y a à peu près à savoir sur les listes. Ça, c'est vraiment très important. Donc, j'ai mis les exemples ici. Vous pourrez l'utiliser pour vous entraîner. Okay? C'est très important de savoir manipuler les listes et surtout de savoir utiliser les fonctions anonymes là. OK? Parce que c'est très, très important. Vous avez ici, vous avez vu, on pouvait faire filter.for each que d'avoir à faire. En tout cas, j'ai mis des exemples. Ouais. Là, par exemple, au lieu de faire tout ceci, au lieu de faire ça, on peut directement faire ça. Là, si on ne veut pas stocker le résultat dans une valeur, dans une variable, ou si on ne veut pas créer une nouvelle liste, on veut juste voir les éléments de la liste. On peut faire ça. On peut même faire plage v point for each. Et même directement on fait println. C'est tout. Bon, il semble ne pas aimer. Parce qu'il faut mettre... ou alors println, je pense que le tiret du 8 va passer. Voilà. Println tiret du 8. C'est la même chose que tout ceci. Là, je vais, voilà, j'enregistre et je fais ça. Donc, vous n'avez pas à boucler. Donc, ça, c'est deux éléments que vous devez savoir manipuler. Le for each et le
le for each, le map, le for each, le map et les fonctions anonymes. C'est très important. Bon, je ne vais pas vous enseigner comment on ajoute des éléments dans la liste. Là, vous avez les éléments nécessaires pour travailler avec les collections. Toutes les collections de Scala. Vous avez les informations de base ici. Moi, je vous donne ce qui va vous aider dans le développement de vos applications Big Data. OK? Ça n'a pas d'intérêt, c'est rare. Ça n'a pas d'intérêt de manipuler élément par élément de la liste. Si vous voulez manipuler, élément par élément dans une liste, mieux vous créez des valeurs classiques, quoi. Créer une variable, vous la déclarer en entier ou en string ou en chaîne de caractères comme vous voulez, et vous la manipulez, ok. L'intérêt justement de la liste, c'est de pouvoir appliquer des opérations comme des opérations ensemblistes, filter, map, ainsi de suite, ou alors créer de nouvelles listes ou créer de nouvelles collections à partir des collections existantes. C'est ce qu'on fait quand on fait de la data ingénierie. Donc c'est pourquoi vous devez bien comprendre ça, les for each, les fonctions anonymes et la création de nouvelles pages avec les méthodes comme map, filter et plein d'autres, spécialement map. Ok. Donc voilà pour les collections, pour les listes. Donc on va passer aux tuples. Les tuples, ce sont des collections immutables, c'est-à-dire qu'à la différence de la liste, les tuples sont des collections immutables de données hétérogènes. Okay? Ici, on dépasse la notion d'ordre, on dépasse la notion de, on dépasse une notion d'ordre, on dépasse une notion de type, de typage de valeur. Donc là, c'est comme une liste fourre-tout. Vous pouvez mettre autant d'éléments que vous voulez, d'accord? Ce qui est intéressant au moins avec les tuples, c'est qu'on peut les convertir en liste. En fait, comme toutes les collections, on peut convertir toutes les collections en liste. Et c'est ce qui est très intéressant à faire, surtout avec les structures de données dans la. Quand vous allez copier par exemple, quand vous allez manipuler les données dans une base de données, ça sera souvent intéressant de transformer la base de données en liste, dans les lignes de la base de données en liste, pour les manipuler avec l'itérateur et les différentes fonctions anonymes qu'on a vues là, par exemple. Donc, le tuple, c'est ça. On va créer un tuple. On va créer ce tuple, créer un tuple, par exemple, un tuple à partir d'une classe. On va appeler ça, on va créer une nouvelle fonction pour ça, def, collection, on va appeler ça def, collection, tuple. Tuple fait unit, tac, égal, tac, voilà, on va mettre tuple. Donc on va créer une classe, on va définir une classe, ok, on va créons le tuple val, parce que le tuple est immutable, hein. Vous pouvez créer des tuples mutables parce qu'on a déclaré Scala pour une collection pour mutable. Donc je fais val tuple test. Tuple test égale. Ici, il n'y a pas de typage. Et j'entre les différents éléments. Par exemple, 45, JVC. Ok. Voilà le tuple. Maintenant, pour voir les éléments d'un tuple, c'est plus comme dans les listes où tu mets entre parenthèses 0. Ici, tu dois indiquer. Donc là, tu peux faire par exemple tuple test et tu indiques comme ça en mettant voilà, les différents éléments. Donc 1, 2, 3. Si je veux voir l'élément 3, je fais ça. Tuple test 1, 2, 3. Collection tuple. Je vais le placer dans la main, méthode main. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ok. Mais pas. Ok, collection Scala, en fait, je ne m'étais pas fermé.
Ok, donc, voici c'est la programmation. Alors, je relance, j'enregistre et je relance. Le monde doit voir. J'ai pris 3. Donc là, il a renvoyé false. Ok. On va créer un autre tuple, cette fois-ci avec une classe. On va créer un tuple qui contient un objet d'une classe. Donc, je vais par exemple déclarer une classe. Pour déclarer une classe, je viens là, dans la portée. La portée de ma variable, la portée de mon objet, je fais classe. Ok. Classe, par exemple, je définis une classe personne. Personne. Ok. Et à l'intérieur, je définis. Alors, j'ai déjà défini une classe ici. La voici. Donc, c'est ça, vous devez simplement déclarer ici. Donc, je déclare une classe personne, je fais var. On va appeler ça, on va appeler par exemple le nom. Nom de la personne. Deux points. String. C'est une chaîne de caractères. La classe ne doit pas être à l'intérieur de l'objet. Je pense que c'est ça. Ouais. La classe, pardon. Alors, il signale en rouge. Oh, pardon. Une erreur de ma part. Classe, c'est en minuscule. Donc, je définis la classe personne comme ça. OK. Je pouvais ajouter un nom, prénom, var, prénom, string aussi, string, var, h, int. Voilà. J'ai défini la classe personne. Je crée un tuple. Val tuple 2 égale parenthèse test. Ensuite, j'instancie la classe. Donc, je crée déjà une nouvelle variable. J'instancie la classe personne. Donc, je vais appeler ça var. Je vais appeler ça val. Val personne. Nouvelle personne. Deux points as personne. N'est-ce pas? Égale new personne. Et j'indique ici le nom de la personne. Je vais par exemple me créer moi. Chokogwe. Juvenal. 40 par exemple. Ah, tiens, new là, ça ne passe pas. Voilà, c'est comme ça. New minuscule. Et maintenant, je passe nouvelle personne en paramètre ici. Ah, les variables, c'est pas bien en majuscule. Nouvelle personne. Nouvelle personne.
Et ensuite, je passe 7 mois. 67. Voilà, j'ai créé le tube. Si je veux manipuler le tuple, voilà, tuple 2, point. Voilà les différentes méthodes. Les tuples sont... les tuples n'ont pas, à mes yeux, n'ont pas beaucoup d'intérêt. L'intérêt, c'est simplement le fait qu'on peut classer à l'intérieur plusieurs des données hétérogènes, des valeurs hétérogènes, comme vous avez vu là. Là, on a créé une nouvelle classe, on a instancié une nouvelle classe, on a créé un nouvel objet, et on l'a affecté à un tuple avec d'autres valeurs. C'est ça l'intérêt. Sinon, du coup, ce qui est important, les tuples, c'est de faire to list. Est-ce qu'il y a une fonction to list, to string, to... Voilà les méthodes, voilà les méthodes. Ah, pas beaucoup, pas très riche. Ça serait peut-être du fait to string, transformer en chaîne de caractères, ensuite transformer maintenant en liste. Oui. C'est ça qui est plus intéressant, transformer en liste. Ah, quand on transforme, on transforme en liste, on affecte ces valeurs à une liste et on manipule la liste à l'aide des riches, à l'aide des éléments, la map, bref, à l'aide de l'ensemble des méthodes de la collection liste. La liste est vraiment l'élément, la collection la plus importante en matière de big data. Ok? Donc, le tuple, c'est bien à connaître, c'est bien à savoir, Si. Mais de mon expérience, vous allez rarement l'utiliser. Alors, et je vais finir ceci avec les tableaux. Les tableaux, c'est ça. Ah non, aussi les valeurs map. Les tableaux et les maps. Alors, les maps, ce sont les clés valeurs. Ce sont des valeurs, ce sont des tables de hachage. Les tables de hachage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crée la valeur, je crée la clé, je crée la valeur. C'est pareil. C'est pareil. L'intérêt, voilà, j'ai créé une map. Et là, c'est une table de hachage quand c'est grand M. À ne pas confondre la fonction map, la méthode map. OK. Je vais créer une deuxième. Voilà, je vais faire ça. Map, table de hachage. On va créer une deuxième table de hachage. Val, par exemple, personne. Égale map. Allez. Non. Tiret. Je mets mon nom. Prénom. Voyez un peu. Ici, vous mettez les... Vous créez la chaîne comme ça. Prénom. N'oubliez pas de séparer par les virgules. Voilà. Maintenant, vous manipulez personne. Vous faites personne. Point. Voilà. Je peux créer une liste. OK. Je peux faire le filtre. Comme vous voyez là. Filtre. Vous suivez ça. Je peux compter les éléments. Je peux faire une personne point
point nom, comme ça. Je peux faire des filtres, je peux faire des maps, je peux faire, bref, presque toutes les opérations qu'on a vues avec sur les listes là, on peut les faire également. On peut même faire for each. Je fais for each. For each, le voici. Donc voilà. On va finir maintenant avec les tableaux. Les tableaux ou arrêts. Les tableaux sont un petit peu classiques en programmation. Hein. C'est pas une collection dans le sens véritable de thème. Okay. Bon, même si je mets la collection, c'est pas vraiment une collection. C'est pas une collection au sens scala du thème. Le tableau, c'est un type de base en programmation. Tous les langages de programmation offrent des tableaux. C'est tous les langages qui se respectent. Donc, voici la syntaxe pour créer un tableau. Je fais val, mon tableau. Je mets arrêt. Il y a plusieurs syntaxes, mais moi je préfère celle-ci parce que c'est plus expressif. String, et je mets arrêt. Par exemple, juv, jvc, test. Voilà. Pareil, si je veux voir les éléments, je fais mon tableau, point, voilà, filtrage, to list, quand on voit que c'est à peu près la même chose, ok, à peu près la même chose, est-ce qu'il y a un for each ici? For each, ouais, for each, voilà, élément, alors, E égale supérieur, println, E point, on regarde. Bon, juste E comme ça, et on imprime les données du tableau. Voilà, ok. La session était assez longue. J'espère que ça ne vous a pas fatigué. Sinon, voilà, on a fait le tour de la programmation en Scala. Ça a été un peu rapide. Là, je ne peux pas aller plus loin. Là, l'idée, c'est de vous équiper de ce dont vous avez besoin pour développer des applications Big Data. Donc, revoyez encore ce cours et assurez-vous qu'à la fin, vous soyez capable de manipuler avec aisance les structures de données que nous avons aujourd'hui. Ça va vraiment beaucoup vous aider. De toute façon, vous allez le voir dans la suite. Vous allez le voir, vous allez le constater dans la suite de la formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nos équipes se tiennent prêtes et moi-même, je suis prêt à répondre à toutes vos interrogations. Dans la suite de la session, nous allons engager dans le développement des applications Big Data Streaming. Merci.